bonsoir à tous. Merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres de cette édition. Que pensent les habitants du village de Bouyouni de la construction d'un aéroport chez eux? Nous leur avons tendu le micro et vous allez l'entendre, très peu sont enthousiastes. À quelques heures de l'arrivée dans le département de Frédéric Valletoux, le ministre délégué chargé de la santé et de la prévention, ce soir on vous plonge au cœur de la plus grande maternité d'Europe en termes de naissances par année. D'autres soignants se disent aussi à bout, les infirmiers libéraux. On en parlera avec Nadjimati Binti, membre du syndicat national des infirmiers libéraux 976. Ils attendent beaucoup de cette visite. Journée foot et gastronomie à Barakani, c'était aujourd'hui. On vous montre ce mercredi convivial en fin de journal, initiative du Racing Club de Barakani. 8 mai, le jour où les forces alliées ont officiellement annoncé la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Depuis, toute la France commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont Mayotte. Une cérémonie s'est donc tenue ce matin à la place de la mairie de l'Abattoir, en présence du préfet, des militaires, d'anciens combattants et de quelques élus. Moment solennel pour Ayouba Dinouriani, ancien combattant, et pour le préfet François-Xavier Bieville. On les écoute, ils sont au micro de Shafika Salimumkou et Hassadi Razafizeno. Ici, c'est la France. C'est la France avec tout ce que la France emporte de tradition, de mémoire, de transmission. Et il n'y a pas de distinction entre les territoires de France. Ici, c'est la France. Et donc, délivrer ce message du 8 mai 45, qui est un message à la fois d'espoir, de libération, mais qui est aussi un message de mémoire par rapport à ce qui s'est passé sur l'Europe continentale, c'est extrêmement important parce que nous guettent ici les mêmes travers et les mêmes dangers que ceux qui nous guettaient en 39-45 qui malheureusement se sont réalisés. Les gens qui ont lutté pour notre liberté, on se doit toujours de perpétuité tant que nous sommes là au niveau de l'institution. On se doit toujours de rappeler, surtout avec la nouvelle génération, de dire que voilà, notre liberté, on l'a payée très cher parce qu'entre-temps, il y a eu pas mal de gens qui ne sont plus là de nos jours aujourd'hui. On vous l'annonçait hier, il n'y aura pas de rallongement de la piste de l'aéroport de Petite-Terre, mais plutôt un nouvel aéroport à Bouyouni. Du côté des élus, ce nouveau projet interroge pourquoi l'État a attendu autant d'années pour changer son fusil d'épaule. Pourquoi privilégier un site majoritairement agricole? Bref, la déception est grande. Écoutons ces quelques réactions au micro de Shafika Salimumkou et Hassadi Razafizeno. C'est un désaveu pour le président de la République parce qu'il était venu ici nous annoncer qu'il n'y aurait pas d'études. L'aéroport se fera rapidement. Donc c'est un désaveu. Et lorsque vous êtes un politique, lorsque vous promettez, vous créez de l'espoir. Et lorsque vous réalisez, vous créez de la confiance. Ici, le président de la République a promis le prolongement de la piste sans qu'il y ait des études. Il a créé un espoir. Maintenant, avec les études et les résultats des études que nous connaissons depuis hier, il y a une rupture de confiance. Je ne comprends pas ce revirement qui a été opéré par l'État. Pour moi, c'est une trahison tout simplement de Mayotte, puisque cela fait 30 ans que nous luttons pour l'allongement de la piste longue. Et aujourd'hui, le projet qu'on nous présente ne va pas du tout dans le sens d'abord de l'écologie et de la préservation de la nature et de l'environnement. Sachez que c'est une terre que nous allons défricher avec les problèmes d'eau que nous rencontrons, les problèmes agricoles et alimentaires que nous rencontrons. C'est totalement irresponsable. Rien n'est acquis, rien n'est ficelé sur le positionnement de l'aéroport. C'est des avis techniques. Il y a des avantages et des inconvénients sur le site de Pamandzi, des avantages et des inconvénients sur le site de Bouyouni. Et on ouvre à présent un chapitre dédié à la santé. À la veille de la venue à Mayotte du ministre chargé de la Santé et de la Prévention, Frédéric Valletoux. Il sera à Mayotte pour 2 jours, visite pour faire un point de situation sur le choléra et soutenir les équipes sur place. Depuis quelques jours, les cas ne cessent d'augmenter. Raphaël Kahn. 58 cas ont été confirmés depuis la mi-mars. Le nombre de patients a été multiplié par 4 en une semaine et demie, notamment dans la commune de Kongou. Le ministre se rendra sur place pour rencontrer les soignants qui ont été mobilisés pour le dépistage et la vaccination. Il visitera ensuite l'unité de prise en charge du CHM qui est passée de 8 à 34 places.
Mais malgré les renforts de la réserve sanitaire, les soignants sont trop peu nombreux. Frédéric Valtou pourra le constater aux urgences avec 5 postes pourvus sur 44. Idem dans la plus grande maternité d'Europe. Le nombre de sages-femmes continue de diminuer. Elles sont 70 au lieu de 180. Une pénurie qui touche aussi le secteur libéral. Demain, le ministre visitera les dispositifs mis en place pour pallier cela, comme la maison de santé interdisciplinaire de Ouangani ou encore à Bandrélé avec la présentation de la première communauté professionnelle territoriale de santé. Frédéric Valtou se rendra donc au CHM, l'unique hôpital de Lille qui fait face à un sous-effectif chronique, vous venez de l'entendre, notamment à la maternité, la plus grande d'Europe. Conditions de travail difficiles, contexte social tendu. Selon l'ordre départemental des sages-femmes, au mois de juin, il n'en restera plus que 60. Ismaël Mohamed Ali, Maolida Wanaeri. Bonjour madame. Lola est sage-femme au centre hospitalier de Mamoudzou. Depuis 7h du matin, début de son service, elle accueille aux urgences obstétricales les patientes de plus de 5 mois. Le rôle des sages-femmes aux urgences, ça va être d'accueillir les dames, diagnostiquer pourquoi elles viennent, rupture, saignement. Souvent ici, elles viennent simplement pour avoir une échographie parce qu'elles n'ont pas de suivi. Ça arrive souvent que les dames arrivent à 7-8 mois de grossesse avec aucun dossier, aucun suivi. C'est à nous d'organiser le suivi. La difficulté principale, c'est vraiment le sous-effectif de sages-femmes et combiné à la suractivité. Sur ces 12 heures de garde, Lola peut compter en moyenne entre 30 à 40 patientes. Une cadence infernale qui ne se limite pas seulement aux consultations. L'aspect administratif est tout aussi important. Les dames, elles ont souvent pas la sécurité sociale ici. On doit organiser du coup souvent un suivi au CHM, prendre les rendez-vous consultation sage-femme, les échographies, les bilans sanguins, les hospices. On doit évidemment tracer tout ce qu'on fait, donc c'est beaucoup d'ordi. Le service maternité de Mamoudzou ne possède que 58 lits. De nombreuses futures mamans sont placées dans ces chambres de fortune ou allongées sur des brancards le long des couloirs. Je suis assise là parce que voilà, c'est ce qu'il y a, ils n'ont pas le choix, vu que c'est surbooké, mais franchement pour vous dire ce que toutes ces femmes font, sage-femme, ASH ou AS, peu importe ce qu'elles sont, sans elles franchement c'est un gros soutien, on n'arriverait jamais à tenir. Hein. Le bébé il mange bien. Hein. Amélie aussi poursuit une journée marathon au service suite de couches. Si elle s'occupe des transmissions, elle doit surtout se rendre au chevet des mamans qui viennent d'accoucher. Moi, je m'occupe de toutes les mamans et des bébés après l'accouchement. Je m'occupe d'elles, je prends soin de la douleur, je vérifie qu'il n'y ait pas d'hémorragie, qu'il n'y ait pas d'infection, que tout aille pour le mieux, maman et bébé et la famille. Fin 2023, le centre hospitalier de Mamoudzou comptait 10 200 naissances. Un nombre important qui nécessiterait plus de personnel soignant, plus de sages-femmes, pour ne pas mettre les soins maternels en péril. Eux aussi se disent épuisés. Je vous parle des infirmiers libéraux et des infirmières libéraux. Et pour en parler, on reçoit ce soir Nadumati Binti, membre du syndicat national des infirmiers libéraux 976. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous, avec le choléra, le contexte social, les différentes crises, l'insécurité, dans quel contexte vous travaillez en ce moment ? Bonsoir à tous. Je tiens à saluer tous les Mahorais et les Mahoraises qui nous écoutent ce soir. On travaille dans un contexte très difficile et aussi physiquement que psychologiquement, vu le contexte actuel des crises successives dans notre île. Par exemple, vous êtes combien ? Il en faudrait combien ? À quoi ressemblent vos journées, par exemple ? Alors, nos journées, a priori, nos journées commençaient très tôt, puisque les journées à Mayotte commencent, les gens se lèvent tôt. À 5 heures, mais on ne peut plus mettre le pied dehors à 5 heures du matin, vu le contexte de l'insécurité actuelle. Donc, on part plus tard, pour finir plus tard, et aller affronter les embouteillages, surtout dans la zone de Grand Mamoudzou, où les embouteillages sont énormes, et on passe plus de temps dans les embouteillages que chez nos patients. Pour faire 10 km, on passe 2 heures de route. Et comment vous affrontez l'explosion des cas de choléra en ce moment, l'augmentation ? Alors, l'augmentation, je pense que le choléra, principalement, il est géré par le CHM et l'ARS, mais nous, on peut amener à être en contact
dans un contexte où on soigne dans toutes les zones de Mayotte. Et on sait que le choléra, c'est une maladie des zones de la misère, je peux dire. Vous avez été vacciné, vous bénéficiez de vaccins. On sait que vos collègues ont écrit un courrier il y a 2 jours pour se plaindre qu'ils n'étaient pas vaccinés. Non, le professionnel de santé libéral n'a pas été vacciné encore. Qu'est-ce que vous attendez de la visite du ministre demain? Alors, nos revendications sont multiples. Il y en a qui sont afférentes au choléra et d'autres qui sont plus générales et que ce sont des revendications qu'on pose sur les tables à chaque arrivée des ministres, que ce soit de la santé, du Premier ministre ou des Outre-mer. Par exemple? Alors, pour le choléra, nous, on demande la distribution des savons dans les zones qui sont affectées et des solutions hydroalcooliques pour les professionnels de santé et les patients concernés dans les zones qui sont sensibles. On a demandé aussi une formation pour la prise en charge de choléra au cas où on est affronté à cette situation. Et on a nos revendications aussi qui sont générales. Qu'on n'arrête pas de faire remonter à chaque visite l'augmentation de l'indemnité forfaitaire du déplacement, vu l'état de route et les embouteillages qu'on affronte tous les jours, le coût de la vie, l'inflation qui... Est-ce qu'une rencontre est prévue avec le ministre? Vous avez demandé à le rencontrer? On a demandé à le rencontrer, mais on n'a pas eu encore de réponse. On sait que notre représentante de l'ordre a été sollicitée, mais elle a répondu qu'elle rencontrerait le ministre que si elle se déplace dans le centre de l'île. Voilà. Pour quelle raison? Pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Le déplacement avec les embouteillages et l'insécurité qui est un problème, un fléau majeur dans l'exercice de notre profession. Donc, merci beaucoup Nadumati Binti d'avoir été avec nous ce soir. Handicap actif, le nom d'une matinée de sensibilisation au handicap organisée par le CCAS de M'Tsangamouji en partenariat avec la PAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés. La journée a réuni 13 partenaires et près de 250 participants. L'occasion pour les personnes vulnérables et isolées de venir s'informer. Hachim Saïd Hachim, Chafion Madi. Mbala Bakar est le père d'un jeune homme trisomique. Aujourd'hui, il vient chercher des réponses à ces mots pour améliorer le quotidien de son fils. Nos démarches sont difficiles parce que à la MDPH, il y a 2 retards de dossiers. Et puis à Mayotte, on n'a pas d'orthophoniste pour enseigner nos enfants. Conscient du manque de certaines spécialités, le chargé du social au conseil départemental se veut rassurant. J'ai entendu des cris des parents qui réclament certaines spécialités. Nous encourageons les enfants mahorais à se spécialiser aussi. Nous, au conseil départemental, nous finançons ces formations à quasiment 100% pour que nos enfants puissent, dans 2, 3, 4, 5 ans, venir occuper ces fonctions. M'Tsangamouji compte 200 personnes handicapées connues au CCAS. Le double est enregistré à la MDPH de Mayotte. Le CCAS envisage de revoir son recensement afin d'améliorer son action sociale et l'accès aux soins. Ce sont plutôt des personnes fragiles, donc vulnérables, du coup qui sont un petit peu isolées parfois et un petit peu oubliées, je dirais. Et du coup, l'occasion pour nous justement de les mobiliser aujourd'hui tous ensemble et de les montrer justement qu'on est là, que le CCAS de M'Tsangamouji est là justement pour monter leur dossier, les aider, les accompagner dans toutes leurs démarches administratives. 250 personnes se sont retrouvées ce jour au stade de M'Tsangamouji. Le 8 mai 2024 marque le départ du Handicap Action dans le village. Le CCAS de M'Tsangamouji pense reconduire l'événement et doubler la participation l'an prochain.
Dans l'actualité régionale, en ce jour férié, c'est ouvert à La Réunion la 13e édition de l'Open international des Brisants à Saint-Gilles. Cette année, le tournoi de beach tennis a réuni quelques 580 participants, dont 70 joueurs internationaux. Marseille, le centre du monde ce mercredi. La flamme est arrivée au Vieux-Port. Elle était à bord du Belém. 150 000 personnes ont assisté à cet événement rempli de festivités. Dans une courte vidéo publiée par le magazine Elle hier soir, Emmanuel Macron a suggéré d'ouvrir un débat sur l'instauration d'un éventuel devoir de visite des pères dans les familles monoparentales. Le président explique que c'est un devoir d'être parent et c'est un devoir qui ne s'arrête pas au moment du divorce ou de la séparation. Ce soir, après votre journal en maoré, vous avez rendez-vous avec votre émission Kalawadala. Kalatoumi Abdilhadi et ses invités feront le point sur l'opération Place Nette, démarrée il y a environ un mois, et sur les projets de loi ordinaire et constitutionnelle qui seront présentés en juillet au Conseil des ministres. La fin du titre de séjour territorialisé et la fin du droit du sol. Regardez. Bonsoir dans Kalawadala. Ce soir, nous parlons de l'opération Mayotte Place Nette et du projet de loi Mayotte. Et pour en parler, nous avons invité Jamaldine Djabiri d'Unité Police, également Safina Soula, la présidente du collectif Mouvement 2018, Anli Rigotard, porte-parole des Forces Vives, et Bibi Chanfi, deuxième vice-présidente du département. Opération Place Nette qui a lieu actuellement à Mayotte à la suite de Wambouchou l'année dernière. Alors la question est de voir si cette opération Place Nette sera efficace pour enrayer l'insécurité que nous connaissons dans notre île. Et puis également le projet de loi Mayotte, projet de loi très important. À l'intérieur, nous avons donc ce projet de loi organique, mais aussi ce projet de loi ordinaire qui doit lancer les grands projets de notre territoire. Rendez-vous à 20h et direction Barakani maintenant, où a eu lieu aujourd'hui une journée portes ouvertes organisée par le Racing Club du village. Le but était d'inviter les parents, les éducateurs, les joueurs, les partenaires ainsi que tous les amoureux du club à un moment sportif, festif et de partage. Shafika Salinoukou et Daniel Abdou. Réunir toutes les composantes du club afin de faire avancer les projets en cours, c'est le souhait des dirigeants. Et petits et grands sont nombreux à avoir répondu présent. Permettre aux non-licenciés de venir avec nous, des parents qui souhaitent s'engager, à pouvoir venir s'engager au niveau du club. Parce que ça fait 35 ans, on a aujourd'hui le président Mansour qui est à la tête du club a souhaité que dans le projet du club, on se rapproche un peu plus des familles et que le club redevienne le club du village, un bien commun à l'ensemble des Barakaniens. Cette année, le football au féminin a mis en avant, plusieurs équipes ont été formées. On peut aligner maintenant des équipes de U7 en féminine. On a aussi une équipe de U16 cette année. On a des joueuses aussi en U13, une équipe mixte en U13 filles-garçons. On a aussi des joueuses en U11. Dans chaque catégorie, à part les seniors, nous avons des filles. C'est une satisfaction. Je suis contente de jouer au foot. Ça me fait plaisir. Avant, j'étais toute seule. Maintenant, on serait plusieurs à jouer au foot et je ne serai pas la seule fille. L'événement est une grande première dans le village de Barakani et c'est un succès. On a fait des entraînements, on a joué, on s'est amusé avec mes coéquipiers. Après, ce qui m'a donné envie de venir ici, c'est parce qu'il y avait déjà mes amis qui étaient là. Et depuis la U11, je suis avec eux, je suis contente de venir. Je suis contente d'être là pour jouer au foot et pour faire les compétitions. C'est tout le village de Barakani qui s'est mobilisé pour cette journée portes ouvertes. Les parents ont pu décorer et honorer leurs enfants pendant que d'autres adultes s'occupaient de la nourriture. Et on revient sur le dossier de l'aéroport. Je vous le disais en début de journal, il n'y aura plus de rallongement de la piste de l'aéroport de Petite-Terre, mais bien un nouvel aéroport à Bouyouni. Au lendemain de cette annonce, les habitants de ce village restent sceptiques et les craintes sont nombreuses. Hachim Saïd Hachim, Chafion Madi. La piste longue serait en grande partie sur le plateau de Bouyouni et s'étendrait sur une portion de la commune de Mtsangamouji. L'annonce confirmée hier par le gouvernement divise les habitants de la commune concernée. Maintenir l'aéroport là où il est pour que les agriculteurs puissent continuer à s'épanouir de leur terrain
afin qu'on puisse vraiment avoir de culture vivrière parce qu'on n'a pas assez de terrain. Si l'aéroport se fait tout de suite ici, je serai d'accord. Mais attendre encore 30 ans, je ne crois pas du tout. Le gouvernement continue toujours à nous mentir. C'est avantageux si l'aéroport il est ici par rapport à un petit terre. C'est plus simple pour les gens qui habitent au grand terre. Cette annonce est une surprise inattendue pour le conseiller départemental du canton de Bandrabois. Moi, je l'ai découvert hier à la télé. C'est une bonne chose. Mais en même temps, je sais pertinemment que c'est parce que l'État ne veut pas nous faire cet aéroport. Il a trouvé Bouyouni comme alibi. Un projet difficilement acceptable aussi pour des raisons purement environnementales. Vers Soulou, c'est vraiment plateau. Mais quand on prend la descente vers Bouyouni, parce que je passe par là-bas, c'est plutôt des falaises. Il faut déniveler. Déjà, au niveau environnement, il nous parle d'environnement petite terre, mais à Bouyouni, au niveau environnement, où est-ce qu'on va mettre cette terre qu'on va déniveler là-bas? Mayotte attend cet aéroport depuis des années. Le projet est sur toutes les bouches. Aujourd'hui, quel que soit le lieu, les habitants veulent leur piste longue. On va se quitter avec de belles images en allant à l'île Maurice où 2 documentaires captivants sur des cétacés comme ceux que l'on peut voir chez nous dévoilent des aspects méconnus de la vie des baleines et des cachalots. Ces recherches en partie réalisées dans les eaux mauriciennes ont nécessité 10 ans de travail acharné. Abdullah Hurli nous dévoile les résultats de ces recherches. Au cœur du bleu profond des eaux mauriciennes, des familles de cétacés ont trouvé leur bonheur. Ces sanctuaires sont connus de quelques humains, experts, passionnés, qui ont su s'intégrer parmi ces géants des mers. Cette harmonie a rendu leurs travaux exceptionnellement rares. Ce qui fait la différence par rapport aux autres études, c'est la longévité du temps qu'on passe sous l'eau. La première fois, je suis venu passer une semaine, maintenant j'en suis à 4 mois non-stop. Et donc le fait d'être tout le temps dans l'eau, de voir toujours les mêmes animaux, ces animaux-là ont commencé à m'accepter. Il y en a même qui me reconnaissent, qui viennent me voir. Le public mauricien a récemment eu le privilège de découvrir 2 captivants documentaires et recherches, Le monde des baleines et les pratiques d'allaitement chez les cachalots. Des œuvres réalisées dans le respect du monde marin. Le résultat est remarquable. N'envoyez pas leurs yeux. Ce qui est considérable, c'est la proximité avec laquelle nous pouvons, sans les perturber, les observer. Nous faisons de l'observation passive, ils nous acceptent et continuent à se comporter comme si nous n'étions pas là. Le documentaire Le monde des baleines, tourné en partie dans la région, a rassemblé les efforts de plus de 100 cinéastes et 25 éminents scientifiques. Pour ce qui est des recherches sur les pratiques d'allaitement chez les cachalots, elles révèlent des aspects inédits de leurs organisations familiales et sociales. J'ai eu la chance d'accompagner René et son équipe à plusieurs reprises sur leur bateau. Et ouais, c'était vraiment une expérience incroyable. J'ai pu voir avec mes propres yeux cette relation qu'ils ont avec les mammifères, qui est tellement respectueuse et qui est profonde aussi. Ça se voit que le respect est réciproque. Si bien que ces travaux menés sur une décennie ont réussi à établir l'arbre généalogique d'un clan de cachalots dans les eaux intertropicales de l'océan Indien. Ces découvertes scientifiques et contributions enrichissent désormais un programme éducatif conduit par cette équipe d'experts et la Fondation pour la vie marine de l'océan Indien. Et c'est sur ces belles images qu'on va se quitter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, la météo par Djenad Testina. L'info revient demain dès 5h en radio avec Kalatoumi Abdelhadi que vous retrouverez également à 13h. Je vous retrouve demain soir à 19h. Belle soirée et prenez soin de vous.